Bonsoir à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour à nouveau un webinaire. Bientôt, on l'espère, des conférences en présentiel, mais toujours à distance pour le moment. Ce soir, on est donc réunis pour discuter de la violence sociale, violence d'État en démocratie, un thème particulièrement d'actualité. Et avant de présenter, de passer la parole à nos deux intervenants, je vais donner la parole à la présidente du Centre d'action laïque de la province de Liège, Véronique Limer. Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris et le temps de cette conférence, le Centre d'action laïque de la province de Liège vous invite à interroger les logiques et les réalités de la violence en démocratie. Est-elle parfois légitime? Si oui, légitime pour qui? Pourquoi? À quelles conditions et dans quelles limites? Porteur d'un projet de société inclusif et soucieux des libertés individuelles, le CAL Liège souhaite en toutes circonstances donner priorité au dialogue et au débat, plutôt qu'à la violence. Convaincu qu'une des missions de l'État consiste à garantir la sécurité de chacun dans la société, nous sommes interpellés par certaines interventions policières dans le cadre du maintien de l'ordre public. Par ailleurs, les 150 ans de la Commune de Paris et les 135 ans des révoltes ouvrières à Liège sont l'occasion d'aborder les questions des manifestations violentes par le biais d'un regard historique sur la violence dans le mouvement ouvrier, en interrogeant ses formes, ses usages et ses évolutions dans le temps. C'est une réflexion en miroir sur l'utilisation de la violence par les représentants de l'autorité publique ou par des acteurs de la société civile que nous vous proposons ce soir afin d'enrichir notre réflexion, de complexifier notre compréhension de la question et d'enrichir le débat contradictoire. Un débat contradictoire qui nous semble salutaire à l'heure où, d'une part, un nombre important de nos concitoyens semble avoir une perte de confiance de plus en plus grande envers la force publique et d'autre part, la cristallisation via les réseaux sociaux d'une violence qui semble s'affirmer. Je ne serai pas plus longue et je cède maintenant la parole à Monsieur Doé. Merci beaucoup. Merci. Donc, ce soir, pour aborder cette question, une intervenante et un intervenant, panel mixte. On va commencer, je vais vous présenter tous les deux et puis je passerai la parole à l'une et puis à l'autre. Et donc, pour commencer, on aura Francine Boll, qui est docteur en histoire, maîtresse de conférences à l'ULB et coordinatrice à l'Institut Marcel Liebman. Et le sujet de ce soir sur lequel elle va nous parler est la violence sociale dans le mouvement ouvrier, un regard historique. Mais avant de passer la parole à Francine Boll, présenter également notre deuxième intervenant, Fabien Jobard, sociologue, directeur de recherche au CNRS et co-auteur de l'ouvrage Politique du désordre. Et lui parlera plus particulièrement de police, mesure de la démocratie. Voilà, ça c'est pour les présentations et directement je vais céder la parole à Francine Boll, puis on enchaînera directement avec Fabien Jobard et puis on passera à l'échange avec les questions qui me seront transmises par rapport à ce que vous mettez. Donc, n'hésitez pas à déjà commenter, poser vos questions sur la page Facebook en commentaire. Elles seront relayées aux deux, à l'intervenante et à l'intervenant, pour alimenter notre débat après leurs interventions. Ils vont parler chacun une petite demi-heure, 30-35 minutes, ce qui permettra après à nouveau une demi-heure de débat et nous terminerons aux alentours de 20h30 avec un tout petit décalage s'il y a beaucoup de questions. Voilà, Francine Boll, je vous cède la parole. Rebranchez les micros. Voilà, petit dérapage de début. Voilà, bonsoir à toutes et tous. Je remercie Julien Doé pour sa présentation. Je remercie également vivement le Centre d'action laïque de la province de Liège pour cette invitation et tout particulièrement
sa coordinatrice Audrey Tax. Alors ce soir, comme annoncé, je vais vous parler de violence sociale dans le mouvement ouvrier. Alors, lorsqu'on se penche sur le passé des sociétés industrielles, force est de constater que celles-ci sont traversées en permanence par des conflits sociaux, au cours desquels les faits ou les menaces de violence sociale ont été très nombreux et récurrents. Si on revient sur l'histoire des avancées sociales majeures et de la démocratisation de nos sociétés, on constate qu'aucune de ces avancées, ni cette démocratisation, n'a vu le jour suite à une volonté philanthropique spontanée du législateur ou du patronat. En réalité, tous les acquis sociaux, dont le maintien, on le sait, reste toujours fragile, et les conquêtes démocratiques ont résulté de combats et de conflits sociaux, tous émaillés peu ou prou de faits de violence subis ou commises par les grévistes lors des manifestations. Alors, à commencer par le suffrage universel. En réalité, des centaines de milliers de manifestants et de grévistes, avec à leur tête les mineurs, se sont mobilisés lors de mouvements qui vont prendre, ci et là, des allures quasi insurrectionnelles pour revendiquer ce fameux suffrage universel. Et c'est notamment le cas en 1893. Certains en sont morts, la répression fut extrêmement violente et le législateur, le pouvoir politique, a fini par céder, mais bon, partiellement, puisque c'est le système du suffrage universel tempéré par le vote plural qui est adopté à cette époque, donc à savoir un suffrage universel masculin, mais avec l'octroi de une ou deux ou trois voix supplémentaires en fonction donc de critères de sens ou de capacité, donc des voix supplémentaires accordées à la bourgeoisie. Et donc le pouvoir politique a cédé, certes partiellement, je viens de dire, mais il a cédé sous la pression de la rue et de la contestation populaire, qui menaçait effectivement donc ce maintien de l'ordre public. Alors avant cela, au XIXe siècle, il y a eu également un vaste mouvement social dont on a parlé, à savoir le mouvement social de 1886, donc de mars 1886, qui débute suite à une commémoration de la Commune de Paris. Ce mouvement est caractérisé par de violentes émeutes ouvrières qui éclatent à Liège et qui s'étendent ensuite comme une traînée de poudre à l'ensemble du bassin industriel wallon. Incontrôlées et incontrôlables, ces grèves spontanées et émeutières seront réprimées dans le sang, faisant plus de 30 morts. On se rappellera la fusillade de Roule le 27 mars 1886. Il faut savoir aussi que après ces événements, donc entre 1887 et 1914, les conflits sociaux vont encore entraîner la mort d'une quarantaine de victimes. Donc le mouvement social spontané et violent de 1886 va provoquer une grande peur au sein de la bourgeoisie. Le Parlement va alors voter 6 lois entre 1888 et 1890 qui vont constituer en réalité bien plus une contre-réforme sociale visant à empêcher l'évolution de la société vers le socialisme qu'une véritable mise en place d'un droit social en rupture avec le libéralisme, mais ça, nous n'avons pas véritablement le temps de développer ici. Effectivement, donc, suite à ces émeutes, on va pallier donc aux abus les plus flagrants, sans évidemment encore changer la société. Je parle bien de contre-réforme où on introduit quelques changements pour que fondamentalement rien ne change. Alors cet état d'esprit se reflète de l'époque, donc se reflète extrêmement bien dans un texte de la Commission royale de 1895 pour la réforme de l'assistance publique. En fait, il montre bien que l'adoption de ces réformes se fait avec le souci principal du maintien de la sécurité, de l'ordre social, avec cette peur effectivement des réactions des classes populaires, donc ces classes dites dangereuses pour l'ordre établi. Alors, je fais une petite citation ici du texte de cette commission royale qui dit, réformant l'assistance publique,
qui argumente « Le paupérisme est le père nourricier des révolutions et des guerres de classe. L'histoire démontre que l'État qui ne sait pas trouver un remède est condamné à périr sous la poussée de ces hordes affamées, ces nouveaux barbares qui ne viennent plus des profondeurs de l'Asie, mais qui s'élèvent des abîmes d'une société mal organisée. » Et donc, on voit bien que le risque insurrectionnel, la menace insurrectionnelle, la menace de trouble, pèse énormément dans les décisions prises en matière de pauvreté et en matière sociale. L'objectif premier du législateur et donc du pouvoir politique est bien la sécurité sociale, mais vue comme synonyme de maintien de l'ordre public, condition donc sine qua non de l'application de lois économiques jugées inexorables par les économistes libéraux. Donc, la législation répressive en matière d'organisation ouvrière va également aller dans ce sens du maintien de l'ordre public. Hein. On sait qu'au départ, les organisations sont interdites et puis elles sont autorisées, mais les piquets de grève, la possibilité donc, de faire des piquets de grève est limitée par l'article 310 du Code pénal, donc, qui punit les entraves à la liberté du travail. Eh bien, en 1892, la loi Lejeune vient encore renforcer le champ d'application de l'article 310 et les peines encourues, rendant désormais punissable le piquet de grève le plus pacifique. Alors, certains estiment cependant qu'avec la démocratisation progressive de nos sociétés, le développement du mouvement ouvrier, sa représentation au Parlement et l'adoption de réformes sociales, cette violence sociale qui était inévitable dans la première période ou dans l'enfance du mouvement ouvrier n'a plus fait partie ou ferait de moins en moins partie du mode opératoire et du répertoire d'action de la classe ouvrière. Et donc, cela appartiendra à une époque désormais révolue. L'émeute et la grève sauvage, par exemple, étaient caractéristiques de la première période du mouvement ouvrier. En fait, Xavier Vignat, donc, qui est un historien du mouvement ouvrier en France, a largement nuancé cette thèse du déclin linéaire des épisodes violents du mouvement ouvrier à partir de la fin du dernier quart du 19e siècle. Donc, on considère qu'à partir de cette période, on aurait un déclin linéaire des épisodes violents du mouvement ouvrier. Et pour argumenter son propos, il évoque trois éléments principaux. Tout d'abord, cette thèse néglige, et bon, je vais synthétiser volontairement ici pour faire bref, cette thèse néglige un certain nombre de vagues de grève du 19e siècle, pourtant marquées par une prolifération des conflits au plan national, et où les antagonismes de classe sont particulièrement exacerbés. Alors ensuite, donc il continue à y avoir des mouvements violents où se manifestent en tout cas des violences sociales au 19e siècle. Et ensuite, il dit cette thèse du déclin néglige aussi la manière dont les modalités du maintien de l'ordre peuvent aviver ou pas l'antagonisme et le passage à la violence. Et enfin, dit-il, il faut aussi compter avec l'importance et l'activité d'organisations politiques et ou syndicales, anarchistes, syndicalisme d'action directe, communistes, trotskistes, autonomistes ou d'extrême gauche dans les années 68-80, qui peuvent légitimer donc l'antagonisme le plus vif. Alors, si on se penche sur le cas de la Belgique, et c'est ce que je vais faire parce que ça me permettra aussi d'aborder l'histoire des violences sociales au XXe siècle en Belgique, il me semble également qu'on puisse émettre des réserves et des nuances du même type à l'égard de cette thèse du déclin linéaire des violences. Hein. Et le problème, c'est que cette thèse n'ouvre pas à une véritable compréhension en fait, de la complexité du phénomène des violences sociales et notamment ouvrières. Et donc, effectivement, au XXe siècle, on peut relever plusieurs périodes de forte conflictualité sociale en Belgique, émaillées pour certaines de faits de violence. Donc, 1919-1920 est une période de grève extrêmement nombreuse. 1936 l'est également, mais ça, c'est la même chose donc qu'en France. En Belgique, par contre, on compte
au surplus, pour l'entre-deux-guerres, les grèves très dures de l'été 1932, qui vont avoir des allures insurrectionnelles. Elles sont déclenchées en plein cœur de la crise économique, dans le bassin du Borinage, et se généralisent rapidement à une grande partie des bassins miniers du sud du pays. Incontrôlées, ces grèves de 1932 furent réprimées par la troupe. Alors, autre élément, enfin, autre période de forte conflictualité sociale en Belgique, c'est le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On relève les grèves très dures contre le retour du roi en 1950, qui seront suivies une décennie plus tard par les grandes grèves de l'hiver 60-61, celle qu'on appelle la grève du siècle, qui sera émaillée également de faits de violence importantes. Les grévistes de 1960 n'hésiteront pas à recourir au sabotage, qu'ils avaient d'ailleurs pratiqué à l'école de la Résistance et pour lesquels, pour réaliser ces actes, ils trouvèrent facilement à s'équiper. Il ne faut pas oublier que la guerre n'était pas si lointaine et que certains avaient soigneusement gardé et caché leurs armes et outillages au cas où. Et donc, ces grèves-là viennent aussi démentir donc, ce schéma de déclin linéaire des violences sociales. Le mois de mai 68 ne touche à guère le mouvement ouvrier en Belgique, certes, mais Rick Emmerich a montré que dans l'esprit de mai 68, les années 1969-1974 furent également celles d'une importante vague de grèves, certes locales, mais spontanées, non reconnues par les syndicats et qui présentaient une forte radicalité et combativité. Alors, comment peut-on expliquer les fluctuations historiques de ces violences sociales? Finalement, pour mieux les comprendre aussi, pour mieux comprendre les dynamiques du mouvement social, quels sont finalement les facteurs qui influencent ces violences dans le sens de leur apaisement ou au contraire de leur exacerbation? Et donc, pour expliquer ces fluctuations des violences sociales, il est nécessaire, à nos yeux, de bien comprendre que les violences sociales s'inscrivent dans le cadre de relations dynamiques entre plusieurs acteurs, donc les manifestants grévistes, les meneurs ouvriers, les forces de l'ordre, le patronat, les pouvoirs politiques, mais aussi les représentants du mouvement ouvrier, les dirigeants, les délégués syndicaux de base, les militants politiques radicaux, les non-grévistes, l'opinion publique, des relations dynamiques entre plusieurs acteurs qui agissent donc dans des contextes politiques, économiques et sociaux donnés. Et donc chacune de ces variables peut interagir pour influencer, peut s'articuler pour influencer le développement ou non des violences sociales. Et donc on ne peut effectivement étudier les violences sociales sans étudier l'histoire de la société dans laquelle elles se développent. Alors, parmi ces éléments, ces facteurs qui exacerbent ou au contraire diminuent les violences sociales, on va en citer quelques-uns ici, peut-être qu'on ne sera pas exhaustif, mais on va commencer par évoquer l'influence du mouvement ouvrier, du moins en tout cas sa branche légaliste. Pour ce qui est du mouvement ouvrier, il convient de souligner que même avant l'intégration et la reconnaissance des partis ouvriers, avant l'institutionnalisation des relations industrielles et du mouvement syndical, les dirigeants du mouvement ouvrier ont rarement encouragé la violence collective. La plupart du temps, leur action fut de tempérer les velléités de recours à la violence des foules. L'expérience de 1886 avait d'ailleurs constitué un véritable traumatisme pour de nombreux militants du mouvement ouvrier organisé qui s'étaient rassemblés tout juste un an auparavant dans le Parti ouvrier belge. Le Parti ouvrier belge qui, je le rappelle quand même, avait préféré ne pas faire figurer le mot socialiste dans son appellation pour ne pas effrayer les ouvriers les plus modérés. Et donc, le Parti ouvrier belge ne souhaitait en aucun cas que de tels événements, totalement incontrôlés par le parti, ne se reproduisent. Marcel Liebman a bien montré que d'emblée, le POB avait choisi la voie légaliste et parlementaire et que son objectif, c'était d'obtenir une amélioration du sort de la classe ouvrière par le vote de lois sociales. Et donc, le premier combat du POB fut, POB pour Parti ouvrier belge, excusez-moi pour le public français,
je dirais POB, donc c'est le Parti ouvrier belge. Hein. Donc son premier combat fut plus que logiquement la conquête du suffrage universel en vue d'intégrer ce cadre légal et parlementaire. Mais toute la difficulté pour le POB résida dès lors dans sa capacité à surmonter ce qui constitue une sorte de paradoxe. Le POB était à la fois bien conscient de la nécessité de la pression de la rue pour obtenir ce suffrage universel, et en même temps, il la craignait plus que tout. Donc le souvenir de 1886 était bien présent. Et donc, on se retrouve dans une situation où le Parti ouvrier belge déploie à la fois un haut niveau de verbalisme révolutionnaire pour maintenir la pression. On dira il faut vaincre ou mourir, donc les mots sont assez forts, et en même temps ne cessait d'appeler au calme. Et donc ceci a aussi fait l'ambiguïté du POB, qui a été perçu de ce fait par certains comme révolutionnaire avant 14, alors que le POB a toujours eu une optique réformiste. Et donc, d'ailleurs, parmi de nombreux grévistes qui participèrent à ces mouvements de revendication du suffrage universel, cette revendication avait une portée parfois différente et bien plus forte que sa signification réelle en tant que réforme. Et cette lutte augmenta effectivement la force d'attraction du parti, sa cohésion, l'organisation des masses, surtout au sud du pays où les travailleurs étaient relativement réticents à l'organisation. Voilà, mais donc de manière générale, eh bien, la revendication d'un cadre légal par le Parti ouvrier belge et le mouvement ouvrier belge en général entraînait de fait de fortes réticences vis-à-vis des troubles et de la violence, d'autant plus que le Parti ouvrier belge tenait à conserver ses relations avec l'aile progressiste du Parti libéral, vu comme une alliée pour la conquête du suffrage universel. Bon, j'accélère un peu parce que je sens que je ne vais pas avoir le temps sinon, mais voilà, donc cette tempérance du POB, même si elle a pu être ambiguë au moment de la lutte pour le suffrage universel, est une réalité de l'ensemble de l'histoire du mouvement ouvrier. Ah, ça va encore. Ça va, j'ai encore un peu. Alors, un deuxième facteur qui est essentiel de l'apaisement a incontestablement été les transformations des institutions dans le sens d'une plus importante démocratie politique et économique. Donc, on peut évoquer à partir surtout donc, de l'après-Première Guerre mondiale, l'institutionnalisation des relations industrielles, la reconnaissance syndicale, donc à travers la concertation sociale, via les commissions paritaires, via la conclusion de conventions collectives de travail, qui prévoyaient, je le précise aussi, des réglementations, des règles concernant le déclenchement des conflits. Donc, ceci contribue à limiter, en tout cas, les grèves sauvages. On assiste aussi à l'entrée des socialistes au Parlement, puis au gouvernement, ça déjà au XIXe siècle, mais au gouvernement au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le suffrage universel est accordé. On abroge l'odieux article 310 du Code pénal qui limitait, comme je l'ai dit, le droit de grève. Bref, toutes ces réformes, toutes ces avancées, cette transformation des institutions a certainement joué en faveur de l'apaisement. Il ne faut pas oublier tout de même que par rapport à ces réformes, le spectre révolutionnaire pesait dans toute l'Europe sur les régimes bourgeois au sorti de la guerre, suite notamment aux révolutions russes et aux révolutions allemandes. Donc la pression de la contestation sociale n'était évidemment pas loin derrière. Elle existait réellement. Et donc, on assiste effectivement à une pacification des relations sociales participant d'une diminution des expressions de violence collective. Mais effectivement, donc ces deux premières variables, mouvement ouvrier et transformation des institutions, démocratisation des institutions,
joue incontestablement en faveur de l'apaisement des violences sociales, ces deux variables doivent toujours être envisagées en relation dynamique avec l'état d'esprit des autres acteurs. Et surtout, elles doivent être envisagées dans le contexte socio-économique et politique fluctuant de l'époque. Parce qu'effectivement, d'autres éléments ont pu venir contrecarrer l'influence de ces facteurs d'apaisement. Le premier facteur, le premier élément qui va contrecarrer ces facteurs d'apaisement est très général, puisqu'il s'agit en fait de la situation économique elle-même, du contexte économique. En fait, on constate, lorsqu'on étudie l'histoire du mouvement ouvrier, que dès que la situation économique se dégrade et que les avantages consentis sont remis en cause, ce qui arrive quand même relativement régulièrement dans nos sociétés capitalistes, même si les institutions de concertation sociale sont maintenues et que les socialistes restent représentés, mais la conflictualité sociale va avoir tendance à reprendre. En fait, les violences sociales s'exacerbent souvent, ça peut paraître simple de dire ça, mais avec l'augmentation du coût de la vie. C'est peut-être une banalité, mais c'est une réalité observée. D'autant plus quand celui-ci ne permet plus de subvenir aux besoins fondamentaux des populations. Ainsi, on va retrouver très régulièrement cette notion de vie chère, donc de dénonciation de la vie chère. On va, voilà, dans le mouvement des grèves de 1932, il sera question des femmes qui brandiront des pancartes avec plutôt la mort que la faim des enfants. On a aussi des marches de la faim. Ça, c'est pas nouveau, il y en a déjà au 19e siècle, mais elles se reproduisent au 20e siècle, notamment lors de la crise des années 30. On a également des émeutes alimentaires, ça c'est peut-être plus spécifique du 19e siècle, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais tout ça pour souligner que la question économique, la question simplement de subvenir aux besoins fondamentaux est évidemment un facteur fondamental dans le déclenchement, enfin dans le renforcement ou non, l'expression ou non des violences sociales. Et donc, on constate une forte corrélation entre les sursauts de violence et les cycles économiques, même si bien sûr, ce n'est pas le seul facteur et ce n'est pas évidemment automatique. Mais les grèves très dures de l'été 32 en sont un bon exemple. Celles de 60-61 sont tout de même liées à un projet de loi unique qui visait par différentes taxes à combler le déficit de l'État et qui effectivement pesait fortement sur les budgets des travailleurs. Alors, si on regarde plus proche de nous, effectivement, la crise économique de 2008 a également provoqué partout dans le monde une reprise de la conflictualité sociale. Dans nos pays d'Europe occidentale, les politiques néolibérales, on le sait, s'accumulent depuis des décennies de crise économique et sont encore renforcées par la crise de 2008, ont provoqué de nombreuses fermetures d'entreprises. On s'en prend aux avantages sociaux, au salaire, à la durée du travail, à l'accès aux droits sociaux et à la sécurité sociale, voire même aux droits de grève et de manifestation, avec cette criminalisation de plus en plus courante des mouvements sociaux. Et donc, tout cela risque bien, effectivement, également de provoquer une reprise de la violence sociale. On peut estimer que c'est d'ailleurs déjà le cas en France avec le mouvement des Gilets jaunes. Cette violence sociale est d'autant plus forte que ce mouvement a échappé en grande partie au contrôle des organisations syndicales qui, on le sait, ont été extrêmement affaiblies en France et sont en tout cas beaucoup plus faibles numériquement qu'ici en Belgique. Donc, ces violences en fait, sociales, on constate qu'elles tendent généralement, et c'est le cas historiquement, à s'exacerber quand les positions patronales ou gouvernementales sont intransigeantes. Au plus le patronat va être intransigeant, au plus le conflit va s'exacerber, les violences sociales se développer. Or, en période de crise, les concessions
les patronats, le gouvernement est moins prêt à faire des concessions, c'est un fait. Alors, les violences sociales tendent également à s'exacerber quand les mouvements prennent de l'ampleur ou se développent sur la durée, ou s'enlisent, ou se répètent. Alors, le désespoir gagne les salariés qui ne perçoivent plus aucun espoir d'amélioration, qui ont tout à perdre et qui sont parfois prêts à tout. Et donc, on observe une radicalisation dans ces contextes des formes d'action. Alors, on assiste finalement à la résurgence de pratiques que l'on pensait révolues, appartenir à une autre époque. On pense à ces latex en France qui, dans les années 2000, ont menacé de faire exploser leur usine et même de jeter les produits toxiques dans la Meuse. Mais effectivement, ce sentiment d'être méprisé par le pouvoir accroît au sein du mouvement une véritable haine de classe, une haine du pouvoir en place et également de sa police. Ça, notre interlocuteur suivant, enfin notre orateur suivant en parlera. Mais donc, il y a une revendication de la violence qui est revendiquée donc, comme riposte à la violence des politiques antisociales. Et voilà, parfois c'est effectivement pas forcément réfléchi, ça peut être spontané, impulsif, mais donc effectivement cette question des contextes de crise, cet élément, ce facteur des contextes de crise, ramène à celle de savoir s'il est possible d'envisager une société capitaliste basée sur l'appropriation privée de la richesse sociale et des ressources naturelles par une classe aux dépens donc, de l'immense majorité des individus. Est-il possible d'envisager une telle société capitaliste fonctionnant selon des relations totalement et définitivement pacifiées, sachant que la dynamique même du capitalisme entraîne des crises économiques régulières dont les premières victimes sont les classes inférieures. Alors, un quatrième élément qui peut intervenir, c'est la présence et le développement de l'influence d'organisations plus radicales, qui peuvent légitimer donc des antagonismes plus vifs, des attitudes plus offensives ou combatives en fonction de leur perception, des tactiques qu'elles adoptent, de leur perception du mouvement social et de l'émancipation sociale. Depuis longtemps, en fait, des militants de l'aile gauche des partis socialistes ont revendiqué l'usage d'une certaine violence contre la branche légaliste du mouvement ouvrier. C'est le cas de Rosa Luxemburg en 1902, dans le débat autour justement des grèves pour le suffrage universel, qui dit à l'égard du Parti ouvrier belge, une grève générale enchaînée d'avance dans les sphères de la légalité ressemble à une démonstration de guerre avec des canons dont la charge aurait été auparavant jetée à l'eau sous les yeux des ennemis. Même un enfant ne s'effraie pas d'une menace les poings dans la poche. Et donc, elle revendique une plus forte violence, ou en tout cas menace, pression, menace de violence. Et donc, cette violence sociale répond, selon eux, à une violence institutionnelle, celle de l'État capitaliste, et je continue à citer Rosa Luxemburg, qui dit la violence est aujourd'hui, comme à toutes les époques précédentes, la base de l'ordre politique existant. L'État capitaliste en entier se base sur la violence. Et donc, des répertoires d'action plus violents peuvent effectivement être revendiqués par des ailes du mouvement ouvrier, par des ailes gauches du mouvement ouvrier, donc séquestration, bris de machines, blocage, attaque de biens patronaux, de bâtiments, de domiciles privés, violence contre les jaunes, sabotage. Le sabotage était largement revendiqué au XIXe siècle, etc., etc. Et donc, à travers ces actions plus fortes, plus dures, l'objectif est de se faire entendre, de manifester au sens de se manifester, et donc de poser des gestes forts, symboliques, pour être entendus. Alors, a fortiori, on peut se dire que ça devient aussi de plus en plus le cas actuellement, tandis que l'entreprise est devenue quelque chose de plus en plus
impalpable. Et donc, les mouvements sociaux ont tendance à s'exprimer, à occuper de plus en plus l'espace public. Hein. On l'a vu notamment avec les Gilets jaunes. Alors, comme il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je voulais revenir donc, sur ce mouvement syndical socialiste de l'entre-deux-guerres que j'ai énormément étudié dans ma thèse et dans lequel on observe la présence de tendances combatives importantes, non seulement dans la grande industrie du sud du pays, mais également dans certaines organisations syndicales bruxelloises très influentes, constituées de longue date par des ouvriers qualifiés qui, effectivement, entretiennent une forte tradition d'autonomie et de rapport de force direct avec le patronat. Et donc, qui privilégient un syndicalisme de combat, parfois contre des procédures de discussion, de concertation sociale plus pacifiques. Plus pacifiques, mais pas forcément, qui ne sont pas forcément donc la panacée pour ces milieux, elles ne sont pas forcément plus efficaces. Et donc, les gauches syndicales vont se méfier de ces organismes qui vont parfois définir comme un leurre, dénoncer comme un leurre fondamental. Un tout petit extrait, hein, on a fait croire à la classe ouvrière qu'on pouvait obtenir des avantages en parlementant avec l'ennemi. Le patronat ne traite avec nous que pour briser notre action, pour rendre nos syndicats inoffensifs, pour perpétuer sa domination, sa dictature de classe. Donc ces ailes gauches puissantes, hein, pendant l'entre-deux-guerres, appelaient à des modes d'action comme la grève ou des manifestations de force, hein, des marches sur Bruxelles, qui étaient bien sûr susceptibles de se durcir et de devenir le théâtre de violences sociales, d'autant plus si les directions syndicales s'y opposaient et en perdaient de fait le contrôle. Donc, c'est ce qui s'est passé en 1932. Les directions syndicales perdirent tout contrôle du mouvement et finalement, ce sont les organisations d'extrême gauche, les communistes et les trotskistes qui soutiendront ces grèves dures et en sortiront renforcées. Alors, les ailes combatives du mouvement syndical sont encore renforcées après la Seconde Guerre mondiale, précisément par le rôle qu'elles ont joué dans la résistance contre l'occupant allemand et contre son syndicat unique, notamment à travers la création, donc par ces minorités combatives, de syndicats combatifs clandestins. Donc, mouvement métallurgiste unifié, comité de lutte syndicale, etc. Et donc, au lendemain de la guerre, lors de la fusion, et je fais très vite aussi, de toutes ces organisations et de l'ancienne CGTB, dans une nouvelle confédération syndicale, la FGTB, hein, que l'on connaît actuellement, ces groupes combatifs parviennent à inscrire l'action directe et l'indépendance des syndicats vis-à-vis des partis politiques dans la charte de principe adoptée par cette nouvelle organisation. Hein. Et donc, des délégués syndicaux combatifs vont être présents dans des sections syndicales d'entreprise et vont jouer un rôle important, notamment dans l'agitation et le déclenchement des grèves de l'hiver 60, qui vont être émaillées de nombreux faits de violence, d'extrêmement nombreux sabotages durant toute la durée du conflit. Alors, j'ai presque fini. Voilà, comme dernier élément, on peut évidemment évoquer aussi le rôle des forces de l'ordre et du pouvoir judiciaire, mais cela, mon collègue le fera sans doute mieux que moi, hein, dont les réactions contribuèrent parfois à exacerber les tensions. Rita Dennecker a montré ainsi, dans le cas du mouvement ouvrier gantois, où on ne relève aucun épisode où la violence collective avait été encouragée par les meneurs, eh bien, elle montre que la violence avait généralement résulté des confrontations entre la foule et les services d'ordre, alors que tantôt l'un, tantôt l'autre perdit son sang-froid. Elle conclut que ces épisodes de violence étaient en fait largement imprévus et donc que l'histoire de la violence collective du mouvement ouvrier gantois
ne fut pas l'histoire linéaire d'une maîtrise, discipline et politisation croissante. Hein. Alors, on peut aussi s'interroger sur le rôle de l'intervention de plus en plus importante de la justice dans les conflits sociaux, hein, qui n'est pas sans rappeler les condamnations du 19e siècle, avec l'adoption de lois scélérates, hein, de répression des mouvements sociaux, de criminalisation des mouvements sociaux, où on assimile finalement les grévistes à des casseurs, à des malfrats, en leur infligeant des peines de droit commun, comme dernièrement l'entrave méchante à la circulation, hein, et finalement ces lois demeurent dans l'arsenal judiciaire. Et donc, peut-être aussi que cette exacerbation, qu'on assiste alors à une exacerbation des positions et des postures, et que le fossé se creuse de plus en plus et contribue à un durcissement des positions de part et d'autre. Voilà, donc cet aperçu, je conclus, révèle ainsi que, en fait, les choses ne sont pas aussi simples qu'il n'y paraît à première vue, hein, même s'il y a une pacification dans l'action sociale et dans les agissements, des militants, l'apaisement n'est pas linéaire. Et surtout, rien ne dit qu'il s'agit d'une tendance définitive. Nous avons donc vu ici que de nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans l'usage des violences dans les grèves ouvrières, et il est impossible de dire aujourd'hui comment ces facteurs vont évoluer. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai le temps de montrer un peu d'iconographie ou pas du tout. Éventuellement dans le débat, merci à Francine Boll pour cette intervention. Rappelez donc de ne pas hésiter, on a déjà une série de questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de la page Facebook dans le chat. Et je vais repasser directement la parole à Fabien Jobard pour à peu près le même timing. Comme ça, on a une bonne demi-heure pour répondre à une série de questions qui sont déjà posées et à celles que vous allez continuer à poser. Monsieur Jobard, je vous cède la parole. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je me réjouis d'être avec vous, même si dans le même mouvement, je déplore que la conférence ne puisse se tenir qu'à distance. Je me serais fait un plaisir de vous rejoindre à Liège, qui est une ville que je ne connais pas, sauf à l'avoir traversée en train depuis l'Allemagne, mais les conditions sanitaires ont rendu cette rencontre malheureusement impossible. Beaucoup de choses importantes viennent d'être dites par Francine Boll, donc je vais préciser diverses choses sur l'articulation entre la constitution sociale d'un pays donné et la violence de la confrontation entre les mouvements protestataires et la police. Et pour ça, je vais principalement me fonder sur ce moment un petit peu particulier qu'on vit en France, que nous vivons en France depuis le printemps 2016, qui est un mouvement qu'avec Olivier Filiol, dans cet ouvrage que vous avez rappelé, Politique du désordre, la police et les manifestations en France, nous appelons un mouvement de brutalisation et qui illustre tout à fait le mot de conclusion de Francine, au sens où un processus historique n'est jamais définitif, et on assiste en effet en France à un retournement d'une tendance à la pacification que l'on peut dater selon les perspectives de, mettons, la fin de l'épisode de la Terreur en France en 1794, ou bien la fin du 19e siècle, avec, ou en tout cas le début du 20e siècle, avec les derniers épisodes au cours desquels
les forces militaires tirent sur les ouvriers protestataires, ou bien la mise en place de forces civiles de maintien de l'ordre, avec la création des escadrons de gendarmerie mobile qui ont un statut militaire mais qui sont une force rattachée à l'autorité civile en 1921, ou bien après les grandes grèves insurrectionnelles de 1948. Nous n'avons pas connu l'épisode que Francine Boll soulignait, dont elle soulignait l'importance, qui sont ces grandes grèves de 1960-61, manifestement, en France. Ou bien on peut dater le processus de pacification, dans le fond, de l'après-mai 68, dont il faut quand même rappeler, mai 68, qu'il s'agissait d'un épisode extrêmement brutal, en fait, de confrontation entre les forces de l'ordre et les étudiants et les ouvriers, puisque effectivement en France, le mouvement de mai 68 a consisté en un double mouvement, hein, étudiants et ouvriers, avec les plus grandes grèves de salariés qu'on ait connues en Europe de l'Ouest dans l'après-guerre. Il est certain qu'un mouvement de pacification s'engage après 1968. Je voudrais, parce que mes compétences ne sont pas non plus illimitées, d'autant que je ne suis pas historien, et donc je voudrais limiter mon propos aux 50 dernières années, c'est-à-dire depuis mai 68. Je viens de le dire, le mouvement mai 68 est un mouvement d'une grande brutalité, de confrontation entre les étudiants, les forces de l'ordre d'abord, les ouvriers, les forces de l'ordre ensuite. Vous savez qu'il y a plusieurs morts en mai 68, mais à l'époque, les manifestants, le public, personne n'est armé d'un petit smartphone qui permet d'enregistrer ce qui se passe et de le diffuser quasiment en direct à grande échelle. Donc, par exemple, un jeune homme meurt des suites d'un tir policier, il me semble, le 13 mai 1968, la préfecture de police de Paris diffuse un communiqué selon lequel un jeune homme est mort dans une rixe au couteau. Personne n'est en mesure de remettre en cause cette affirmation. J'insiste sur d'ailleurs cet événement passé complètement inaperçu pour souligner qu'il a fallu que des historiens aillent aux archives pour exhumer ce fait particulier, et pour souligner également que nous sommes depuis, je remets mon petit smartphone, depuis 10 ans, 2008, l'arrivée des smartphones, dans une période quand même très singulière où peu de choses échappent au regard public. Et ça, c'est une révolution dans la manière dont on peut faire la publicité des épisodes de confrontation violente. Une révolution dont il me semble que la police française n'a pas encore vraiment pris la mesure. Après mai 68, comment l'épisode mai 68 est-il vu par les élites françaises? Je dirais, il est vu sur la scène publique comme un moment de triomphe du maintien de l'ordre tel qu'il est pratiqué en France. C'est d'ailleurs à partir de ce moment que se diffuse dans le monde entier, mais en particulier en France évidemment, les louanges adressées au maintien de l'ordre à la française. Alors, le maintien de l'ordre à la française est donc une spécialité des forces de l'ordre françaises, notamment gendarmerie mobile, force constituée en 1921, CRS qui relève de la police nationale, force constituée en gros en 1944-47, dans les tourments de la démilitarisation, de la démobilisation des forces communistes, de résistance, eh bien, ces forces-là ont fait reposer sur l'organisation de ces forces la pacification constatée en mai 68, qui est trompeuse, je vous l'ai dit, mai 68, il y a eu des confrontations violentes, il y a eu des morts en mai-juin 1968, mais dans le fond se diffuse l'idée que
mai 68 est un mouvement qui n'a pas entraîné de mort et que cet exploit militaire est à mettre sur le compte du maintien de l'ordre à la française. Alors, derrière, dans les coulisses, au sein des élites politiques françaises, se diffuse une grande peur, qui est celle the Red Scare, la peur du grand soir. Les accords de Grenelle sont des accords salariaux très favorables en apparence aux ouvriers, sont négociés très vite. La légende veut qu'un négociateur de Georges Pompidou, qui s'appelle Jacques Chirac, rencontre la CGT, le principal syndicat ouvrier à l'époque, avec un revolver dans la poche. Donc, c'est vous dire l'ambiance au sein des élites françaises. Mais cette ambiance, cette peur-là, elle va être absolument fondamentale dans le processus de pacification que je décris. Et ce processus de pacification, il se joue sur 2 scènes différentes à son tour. La première scène, c'est que, en effet, une mythologie n'est pas dépourvue d'effets réels. Les forces de l'ordre, en particulier la gendarmerie mobile, encore elle, perfectionnent ces techniques de pacification, perfectionnent ces techniques de cohésion du groupe. Il n'y a rien de pire qu'un policier lâché seul face à un groupe. Donc on renforce la cohésion du groupe avec toutes les métaphores héritées par exemple du rugby pour diminuer les risques de bavure individuelle. On travaille, on renforce l'obéissance à la hiérarchie et à la chaîne de commandement. On limite la peur des agents engagés sur le terrain, ça c'est très, 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 très important. Rien de pire qu'un policier, en situation de panique. On travaille des armements qui sont des armements qui ne provoquent pas de blessures sur les corps, mais qui favorisent un éloignement des foules, et notamment on travaille le gaz et l'eau, le canon à eau. Et on immobilise un nombre assez considérable d'heures de formation à destination des gendarmes mobiles, d'une part, et des CRS, d'autre part. Les gendarmes mobiles sont d'ailleurs une des premières forces en Europe, si ce n'est la première, à créer une ville fictive dans un coin un peu perdu mais charmant du sud-ouest de la France, pour les historiennes parmi nous, tout près du village des cannibales d'Alain Corbin, donc dans le sud de la Dordogne. On crée une ville fictive dans laquelle on s'entraîne à maîtriser des foules contestataires. Et si vous observez ce qui se passe dans les années 70, qui sont des années jusqu'en 77-78, des années de très forte confrontation sociale, vous verrez qu'en effet, la brutalité est bien moindre que celle qu'on a observée 2016, 2018, 2019 en France. Bien moindre. Quand bien même, soulignons-le, l'équipement défensif des forces de police est négligeable par rapport aux 15 kilos d'équipement individuel portés par les policiers et les gendarmes aujourd'hui, en France ou en Allemagne, et que d'autre part, les ouvriers n'hésitent pas à faire usage d'armes extrêmement dangereuses. Notamment les ouvriers de la sidérurgie, que vous connaissez aussi de votre côté de la frontière, dans les épisodes extrêmement longs de la fermeture progressive, puis la nationalisation, puis finalement la fermeture des puits, notamment en Lorraine. Et cette tendance à la pacification, elle est effectivement continue dans les années 70-80, mais elle ne tient pas seulement, elle ne tient pas qu'à un renforcement des techniques de police. Elle tient aussi à un maintien de l'ordre social par les politiques redistributives françaises. Je vous ai dit que Jacques Chirac, qui est un président aimé des Français, puisque le journal Le Parisien n'a pas hésité à éditer 40 pages du journal. Je pense que si un Français décroche un jour le maillot jaune
du Tour de France sur les Champs-Élysées, il n'aura jamais 40 pages. Jacques Chirac a réussi cet exploit, 40 pages du journal de Parisien. C'est quand même pour une raison assez nette, c'est que Jacques Chirac au pouvoir n'a jamais cessé de calmer les colères sociales par une distribution d'argent public et de mesures sociales favorables aux protestataires. Vous prenez la période, si vous prenez un indicateur qui est le taux de croissance des dépenses sociales sur la croissance du produit intérieur brut, vous verrez que les années Chirac sont marquées par un surcroît de dépenses sociales par rapport à la production de richesse nationale. Il y a deux parenthèses, et évidemment, le gouvernement socialiste de Mitterrand, 81-86 également. Il y a deux exceptions à cela. La première, c'est la période Raymond Barre, 1976-1981, et la deuxième, c'est la tentative de Jacques Chirac en 1986 d'une solution thatchérienne de politique néolibérale. Mais cette solution Chirac, cette voie thatchérienne est vite abandonnée, notamment parce que les étudiants sont descendus dans la rue en novembre-décembre 1986. Les policiers parisiens ont frappé un mort, un jeune passant d'origine maghrébine, Malik Oussekine, en début décembre 1986. Et Jacques Chirac, à l'issue de cet épisode, déclare, je cite, « une pause dans les réformes ». Et donc n'envisagera plus de mettre en œuvre le programme extrêmement dur socialement sur lequel il s'est fait élire. Je précise ce contexte historique parce que, dans le fond, il montre que la rue fait peur aux gouvernants. La rue fait peur aux gouvernants. Francine Boll a évoqué la conduite de politique néolibérale en Europe, ou en tout cas en Belgique. Ce qu'on observe en France, c'est que les politiques néolibérales sont considérablement freinées par les mobilisations sociales, ou par les menaces de mobilisation sociale, ce y compris chez les gouvernements qui s'affirment comme étant les plus conservateurs. Et je prends notoirement l'exemple du gouvernement Sarkozy 2007-2012. Nicolas Sarkozy a joué, comme disent les économistes, pleinement des amortisseurs budgétaires lorsque la crise de 2008 est venue frapper l'Europe. Ça a conduit, tout comme d'ailleurs Emmanuel Macron, à partir de la crise du Covid et son fameux « quoi qu'il en coûte ». C'est extrêmement important de garder un œil sur la façon dont effectivement on maintient l'ordre dans la rue, mais on maintient l'ordre également dans la dépense publique, par les politiques publiques qu'on mène. Il faut bien se rappeler que le président Georges Pompidou, mort prématurément en 1974, avait affirmé que si la France dépassait le cap des 500 000 chômeurs, le pays courait à la révolte. Et cette pensée-là est une pensée permanente qui anime les élites françaises. Et qui joue un rôle fondamental dans les formes que prennent la conflictualité sociale en France. C'est vraiment très important. Si on compare la France et l'Angleterre d'un côté, et les conflits extrêmement durs qui ont opposé les syndicats des mineurs en Angleterre en 1984-85 au gouvernement Thatcher, conflits qui ont consisté en au moins 3 morts et en la défaite militaire
puis politique des syndicats de mineurs en Angleterre. Si on considère l'absence de résistance sociale de la société allemande à l'Agenda 2000 du gouvernement Schröder au début des années 2000, Agenda 2010, si je me souviens bien, vous vous souvenez, c'était les mouvements, c'était la réforme Hartz IV qui a suscité une protestation extrêmement limitée géographiquement dans les territoires de l'ancienne RDA, mais pas d'opposition des syndicats principaux, ni d'opposition évidemment du SPD, puisque les réformes libérales étaient menées par un chancelier SPD. On se rend compte qu'en France, en réalité, les réformes ont été imposées sur un rythme beaucoup plus lent que, en tout cas, l'Angleterre et l'Allemagne. Et les choses ont changé avec, bien sûr, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, à partir de 2014 et jusque... pardon, pas à partir de 2014, à partir de 2015 et jusque la fin de l'année 2016. Puis, évidemment, Emmanuel Macron, président de la République, à partir de 2017. Lorsque Emmanuel Macron vient au pouvoir, il vient au pouvoir avec la ferme intention d'appliquer ce qu'il appelle un nouveau compromis social. Ça veut dire quoi, un nouveau compromis social? C'est exactement l'expression qu'employait Gerhard Schröder au début des années 2000 en Allemagne. Un nouveau compromis social, c'est un nouveau modèle économique. Un compromis déjà promis par bien d'autres gouvernements avant lui, mais lui pose dans le rapport Jacques Attali qu'il a rédigé, comme impératif que l'ensemble des mesures doivent être adoptées de manière conjointe. Il ne s'agit pas d'adopter d'abord une réforme de tel régime de retraite, puis une réforme de tel autre, puis une réforme du régime général de la retraite, puis une réforme du marché du travail, puis une réforme de l'assurance chômage, puis une réforme des voies d'accords salariaux dans les entreprises. Non, il s'agit d'appliquer l'ensemble du programme jusqu'à, je cite Emmanuel Macron, et ça rappellera ce terme, rappellera des souvenirs à ceux qui ont étudié l'histoire des mouvements sociaux aux États-Unis, quitte à être disruptif, dit Emmanuel Macron. Auteur d'un livre, tous les présidents de la République, tous ceux qui entrent en campagne pour la présidence de la République en France écrivent un livre, eh bien, le livre d'Emmanuel Macron s'intitulait rien moins que Révolution. Donc, et c'est une révolution effectivement néolibérale qui est engagée par Emmanuel Macron. Ça explique la brutalité des réformes qui sont mises en œuvre lorsqu'il est ministre de l'économie et des finances en 2016. C'est la loi dite loi travail ou bien loi El Khomri, puisqu'on a confié à une ministre particulièrement affaiblie du travail le soin de mener cette réforme. Emmanuel Macron démissionne du reste parce que devant la protestation sociale, le président de la République, François Hollande, a décidé de ne pas mettre en œuvre le plafond une mesure particulière de la réforme de l'assurance chômage en France. Ça suffit à ce que Macron démissionne en août 2016 en disant en gros, ce gouvernement est un gouvernement faible, il cède devant la rue. 2016, il démissionne, il engage sa campagne, et sa campagne sera une campagne résolument menée contre ceux qui prétendent défaire la décision politique par la mobilisation sociale. Lorsqu'il est élu, évidemment, par des voies démocratiques au pouvoir en mai 2017, il engage un conflit avec les travailleurs de la SNCF, qu'il gagne sans opposition notable. Puis, évidemment, il engage un conflit sur les réformes des retraites, mais entre-temps,
un conflit social qui n'a pas vu venir naît de manière tout à fait inattendue sur une question de réforme des taxes qui frappe le diesel, c'est le conflit des Gilets jaunes. Et ce conflit des Gilets jaunes va être réprimé de façon extrêmement brutale. Pourquoi ? Pourquoi cette inversion du cours de la pacification ? Eh bien, je dirais d'abord, regardons ce que le pouvoir est prêt à lâcher, ou bien ce que le pouvoir est prêt à redistribuer. Les Gilets jaunes s'engagent résolument dans le conflit parce qu'ils savent que le pouvoir ne lâchera pas. Et ce conflit perdure parce qu'effectivement, très peu est lâché. Mais il ne perdure pas qu'à cause de ça. Il perdure parce que, à partir, vous savez que le premier acte des Gilets jaunes se produit le 18 novembre 2018, qu'il y a donc des manifestations très dures le samedi 18 novembre, le samedi 25 novembre, le samedi 1er décembre, le samedi 8 décembre, et qu'ensuite le mouvement décline peu à peu. Mais le mouvement est relancé sur sa propre dynamique à partir de janvier 2019. Et vous savez sur quoi ? Eh bien, sur la question des violences policières. Ça, c'est un cas tout à fait intéressant, où la gestion brutale d'un mouvement social entraîne sa perpétuation, est un élément très fort de sa redynamisation. Et effectivement, pendant le premier semestre 2019, suite à divers épisodes, le mouvement des Gilets jaunes est relancé du fait de la répression policière, mais aussi judiciaire. Francine Boll a raison de souligner l'importance de la répression judiciaire qui frappe le mouvement des Gilets jaunes. Ce n'est pas la seule cause. La cause du mouvement des Gilets jaunes est aussi à trouver dans sa désorganisation, c'est-à-dire dans son caractère, pour citer Piven et Cloward, Poor People Movement, 1973, si je me souviens bien, dans son caractère particulièrement disruptif. Les organisations syndicales en France, Francine Boll l'a rappelé, ont été, dans le fond, petit à petit épuisées par les réformes successives mises en œuvre, mais aussi et surtout par la désindustrialisation qui a frappé très brutalement la France dans le courant des années 80 et 90, et qui fait que le travail en France est essentiellement organisé dans des petites, voire très petites entreprises. Et qui a manifesté durant le mouvement des Gilets jaunes ? Eh bien, les travailleurs de ces très petites entreprises, parfois même les patrons de ces petites entreprises et ces très petites entreprises. Le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement de salariés, mais surtout de professions indépendantes et libérales, aux statuts les plus divers, et puis de petits patrons. Et donc une absence de forces syndicales, de forces capables d'organiser la protestation dans la rue. Quatrième point, une hostilité très paradoxale d'une certaine manière, surtout quand on écoute l'exposé qu'on vient d'entendre de Francine, mais une hostilité des protestataires au mouvement syndical. Une hostilité qui est nourrie d'une appréciation tactique. Moins on coopère avec le gouvernement, moins on coopère via les organisations syndicales avec le gouvernement, plus on gagnera de force disruptive. Notre force, c'est notre absence de coopération avec le gouvernement, avec les autorités de police, avec les syndicats. Pourquoi une telle brutalité ? Enfin, parce que pendant les décennies de pacification que j'ai évoquées, c'était des décennies de pacification du mouvement social ou du rapport au mouvement social, d'autres phénomènes sociaux se sont produits en France, bien sûr, parmi lesquels, en premier lieu, ce qu'on appelle chez nous les émeutes urbaines, les violences urbaines, les violences collectives dans les cités des grandes agglomérations françaises.
et puis d'ailleurs petit à petit, à partir de 2005, des petites villes françaises. Ces violences collectives ont été, à partir du début des années 90, le creuset de la transformation de la manière de faire la police en France. Dans le fond, à la fois les élites politiques et les élites policières avaient été amenées à penser que l'ère des grandes mobilisations sociales était passée et que désormais, les problèmes majeurs qu'auraient à affronter les forces de police en termes de maintien de l'ordre seraient des événements de petite échelle, très violents, dans les cités, à la périphérie des villes. Et que ça nécessitait des adaptations tactiques qui sont passées par, authentiquement, là, cette fois-ci, un retournement, un renversement des logiques que j'ai rappelées de l'après-mai 68. Non plus la recherche de la mise à distance des foules, mais à nouveau la recherche d'outils qui frappent des individus, puisqu'on a affaire à des petits groupes. Et donc, on va mettre entre les mains des policiers des outils, des instruments dits non létaux, mais qui provoquent des blessures irréversibles. Vous les avez vues, elles sont connues. 25 personnes ont perdu un œil pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais enfin, il faut rappeler qu'une trentaine de personnes, principalement en banlieue, avaient perdu un œil avant 2016. Depuis l'introduction de ces divers lanceurs de balles en caoutchouc depuis la fin des années 90 jusqu'en 2016. Trentaine. Donc ça nous fait une soixantaine en tout depuis la fin des années 90. On favorise la constitution de petits groupes de policiers très mobiles qui brisent cette logique de cohésion des masses populaires ou des masses policières où le but est de montrer la force pour ne pas avoir à s'en servir. Là, on a des petits groupes très mobiles qui vont faire du saut dessus, c'est-à-dire qui vont faire de l'interpellation, qui vont s'engager dans le corps à corps, dans la confrontation physique, et qui eux-mêmes, d'ailleurs, ces policiers-là, vont très vite avoir peur sur le terrain, très vite être déconnectés de leur autorité hiérarchique sur le terrain, en tout cas de la salle de commandement, et c'est les désordres auxquels on va assister, moins à Paris d'une certaine manière, où on a toujours des forces très nombreuses sur le terrain, et moins d'usage, par exemple, du flashball qu'ailleurs, surtout à partir de 2019, mais dans des villes de province, au premier rang desquelles Nantes, Rennes, qui sont déjà marquées depuis la fin des années 90 par des moments, par de la contestation étudiante ou des ZAD, et puis Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille en décembre, et de plus petites villes, Dijon, Bourg-en-Bresse. Et donc vous voyez, je conclus très vite, vous voyez ici que la brutalité, ce retournement, ce renversement d'une tendance séculaire à la pacification s'opère par une transformation des modes d'agir policiers, une transformation née dans la gestion des désordres à la périphérie de nos villes, sur un fond de transformation sociale, mais aussi de transformation sociale, désindustrialisation, désyndicalisation, atomisation de la protestation, mais aussi de volonté politique d'un nouveau compromis social qui alignerait les régimes sociaux français sur les régimes sociaux anglais, allemands. Voilà ce que je peux dire en moins de 35 minutes sur la question de la pacification, dépacification, sur le rapport entre violence d'État et violence sociale. Je vous remercie pour votre attention. Merci à tous les deux. Il y a pas mal de questions que je vais essayer de regrouper d'une part par rapport au temps, mais aussi par esprit de synthèse, puisqu'il y a une série de choses qui peuvent se regrouper dans le questionnement qui est posé. J'ai 6 grands blocs de questions. Je vous propose de poser
3 du premier bloc et puis de faire un deuxième bloc de 3 où vous pourrez répondre comme vous le sentez tous les deux. Il y a un premier grand bloc d'interrogation autour de la violence en démocratie et de la question de finalement, à partir du moment où la démocratie serait la gestion pacifiée des conflits, partons dans les questionnements, c'était un peu l'hypothèse, mais vous pourrez éventuellement contester cette définition de la démocratie. Hein, mais à partir du moment où on part du principe que la démocratie serait la gestion pacifiée de la conflictualité dans la société, est-ce que le fait qu'il y a de la violence qui s'exerce, est-ce que ce n'est pas un échec de la démocratie et de la gestion de la démocratie? Et là-dessus, par rapport à l'échec, et vous l'avez en partie souligné, mais il y a visiblement l'une ou l'autre question qui reviennent sur cette question-là, de la perte d'influence des corps intermédiaires. Et là, vous l'avez cité tous les deux, même si leur influence et leur poids n'est pas le même, et leur institutionnalisation n'est pas forcément le même en France et en Belgique, mais c'est toute la question, est-ce que les syndicats sont des accélérateurs de conflictualité ou des amortisseurs de la conflictualité sociale. Ils sont peut-être à la fois l'un et l'autre selon les périodes, selon les moments, selon selon les fractions syndicales. C'est peut-être plus complexe, mais en tout cas, on est autour de cette question-là. Et vous l'avez cité d'ailleurs à plusieurs reprises que quand les organisations syndicales sont plus faibles, on a peut-être un regain de violence ou de conflictualité qui s'exprime d'une autre manière. Et c'est Fabien Jobard qui le citait avec les Gilets jaunes et le fait que Gilets jaunes et syndicats ne se sont pas rencontrés dans le mouvement, ou très peu, et qu'il y a une grosse conflictualité. Et ça a encore été illustré, si j'ai bien suivi, le 1er mai de cette année, où à la fin de la manifestation et du cortège, il y a eu on a vu des images et toute une discussion à gauche, notamment à gauche, sur une attaque de la CGT et la réaction du service d'ordre. Et on sait qu'en France, il y a toujours des questions sur le rôle que le service d'ordre de la CGT peut jouer par rapport au cortège de tête et au reste de la manif, etc. Donc ça, c'est un premier bloc de questions. Et puisque je parlais du cortège de tête, il y a aussi cette question de la figure alors du casseur en manifestation. Et à un moment donné, est-ce qu'en manif et dans la casse, est-ce que c'est toujours une casse qui est politique ou est-ce qu'il y a du pur vandalisme? C'est une des questions qui revient. Et donc, est-ce que c'est parce que c'est en manifestation, c'est forcément politique comme geste, oui ou non? Et l'autre aspect, c'est est-ce que cette violence qui est exercée, c'est souvent un reproche sur le cortège de tête d'ailleurs, est-ce que cette violence ne permet pas justement de justifier la répression graduelle? Et donc, cette violence exercée par certains manifestants justifie derrière qu'on réprime plus violemment et que donc on est dans une escalade, mais qui sera toujours perdue puisque les moyens policiers seront toujours supérieurs aux moyens que les manifestants ont. Je vais terminer avec une troisième question, toujours autour de ça, puis on viendra sur l'autre bloc de questions, mais sur le rôle justement des médias dans cette violence. Et est-ce que vous pensez, notamment au regard Francine Boll de l'historique, mais aussi Fabien Jobard par rapport à 68, est-ce qu'on est réellement dans une violence qui redevient aussi forte, moins forte, ou est-ce que c'est un peu quelque chose, une image déformante? Et Fabien Jobard a bien illustré combien les smartphones, toutes les images, cet abus d'image, enfin, toutes ces images qui arrivent, est-ce que ça n'est pas un miroir déformant sur la violence par rapport à une violence qui a pu être? Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas tout de suite l'impression d'un fait violent, alors que si on compare aux tirs à balles réelles que subissaient les grévistes dans les années, est-ce qu'on ne serait pas descendu, même si, vous l'avez bien illustré avec les flashballs, ça ne tue peut-être pas, mais ça endommage peut-être plus. Et on sait aussi, il y a des études qui ont bien montré que les gaz lacrymogènes n'étaient pas si inoffensifs que ça quand ils sont inhalés de manière assez importante et quand ils sont balancés de manière, ça reste des armes chimiques, pour le dire autrement. Voilà, je vais arrêter là sur un bloc déjà de questions qui, je pense,
peuvent déjà vous amener pas mal de discussions. Et puis, je reviendrai sur un autre bloc de questions. Et éventuellement, je reprendrai s'il y a d'autres questions qui arrivent. Entre-temps, vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Et on sait que l'exercice, même si le débat est vaste dans ce que je vous ai posé, essayez d'être le plus synthétique possible, qu'on puisse faire le deuxième tour de questions et qu'on ne termine pas trop tard, passé 20h30. Vas-y, Francine. On va faire dans le même ordre, Francine, et puis... Oui, bon, je ne pourrais évidemment pas répondre à tout, n'étant pas sociologue et analyste de la situation actuelle. Donc, je me demandais... la figure du casseur, oui, bah, par exemple, ça, effectivement, je ne peux pas dire s'il y a des gens qui viennent juste par vandalisme, mais voilà, il y a eu quand même pas mal d'études qui ont été faites justement sur cette figure du casseur et une espèce aussi de volonté, en fait, de dépolitiser le geste radical qui peut exister à travers cette casse. Donc, je crois que c'est Ludivine Bantini qui a fait un historique du terme casseur qui remonte à 1832 et c'est le Figaro qui l'utilise en premier lieu. Et donc, c'est effectivement un stigmate très, très courant pour décrédibiliser un mouvement, décrédibiliser une lutte et surtout la dépolitiser parce qu'effectivement, la casse, ben, c'est de la casse, ça n'a pas vraiment de perspective politique. Et en fait, on voit que le mouvement ouvrier va inverser ce stigmate. Et on parle de la casse patronale, de la casse de l'hôpital public, etc., etc. Donc, mais bon, est-ce que voilà, certains profiteurs de manifs existent? Ça, c'est bien possible. Mais voilà, il ne s'agit pas de nier que le mouvement ouvrier, il est pluriel. Il est pluriel et il n'a jamais été homogène. Donc, je n'ai pas eu vraiment le temps de développer, mais comme je le disais, les tensions intrasyndicales par rapport aux tactiques à adopter sont vraiment multiples et variées. Et donc voilà, par rapport à la gestion pacifiée des conflits, la démocratie, là aussi, j'ai quand même essayé de montrer que certains considèrent que en fait, le conflit social est le moteur de l'action syndicale et que voilà, jamais le mouvement ouvrier en fait ne peut baisser la garde et que donc quelque part la pacification des conflits est quelque part une sorte de leurre et que l'action syndicale, si elle ne reste pas combative, risque finalement de se faire totalement écraser, de perdre finalement son influence, son poids et son rôle. Mais bon, évidemment, par rapport au pouvoir, c'est à double tranchant parce qu'on voit bien que si les organisations syndicales sont complètement détruites, si on interdit le droit de grève, etc., les actions de rue, les blocages, eh bien, on court droit à justement une exacerbation des conflits, des violences et des affrontements, quoi, finalement. Donc, effectivement, il y a un rôle enfin, voilà, il y a une espèce d'aller et venue entre pacification et conflit. Alors, je ne me souviens plus de tolérance plus forte ou moins forte à la violence, mais ça, je vais laisser la parole à mon collègue, peut-être, aussi veut réagir. Alors j'ai branché mon micro, c'est déjà première étape pour aborder ces questions assez fondamentales. Parce que j'ai dû esquisser un sourire lorsque vous avez dit que la démocratie, c'est la gestion pacifiée des conflits.
je pense qu'un des moteurs culturels de la révolte des Gilets jaunes, c'est la geste révolutionnaire. Et donc, c'est l'acte violent, fondateur d'un ordre démocratique. Les Gilets jaunes n'ont eu de cesse de se revendiquer de la Révolution française, de la prise de la Bastille, du pouvoir immédiatement exprimé par le peuple, puis du mandat impératif, puis du référendum d'initiative populaire, etc. De l'autre côté, Emmanuel Macron ne recule pas devant l'audace qui consiste à intituler son livre « Révolution ». Donc c'est compliqué pour nous Alors, vous voyez que par rapport à ça, définir la démocratie comme étant le régime de gestion pacifiée des conflits, ça pose un souci. La culture politique des Allemands, par exemple, est beaucoup plus proche de cette définition-là, puisque la République, la Bundesrepublik, la République fédérale allemande, elle s'est définie par la capacité de défendre les institutions, y compris devant les tumultes de la rue. Ce qu'on appelle en Allemagne la Wehrhafte Demokratie, toute une théorie constitutionnaliste autour de ça, c'est la définition d'un régime contre le désordre. Ça n'a jamais vraiment été le cas en France. Et cette légitimité du désordre, cette légitimité latente du désordre, fait partie de la façon dont on conçoit le rapport entre le peuple, avec toutes les guillemets possibles, et le législateur. Bon, c'est quand même important de rappeler ça. Et ça a des conséquences sur la façon dont on aborde les questions que vous avez évoquées, qui sont celles du casseur et de sa perception. Dans le fond, le casseur est légitime à casser tant qu'il a dans son geste un soutien large de la société. La violence qui est une violence qui permet de mettre un terme à une injustice fondamentale, flagrante, manifeste, même si invisible. Alors c'est tout le paradoxe du rapport entre violence matérielle, physique d'un côté et violence structurelle, sociale de l'autre. La violence physique contre les biens, parce que les casseurs, ils s'attaquent aux biens et évidemment aux dépositaires de l'autorité publique, aux policiers et aux gendarmes. La violence, elle est légitime à partir du moment où elle est soutenue par une majeure partie, si ce n'est la majorité de la population. Alors, le problème de la violence des casseurs, il est là. Le problème de la violence des casseurs, à mon avis, à mon humble avis, il n'est pas du fait qu'ils emploient la violence. On veut dire plein de groupes sociaux en France qui ont employé la violence. Le problème des casseurs, il est du fait que leur assise sociale est très faible. Quand même ça, le problème des casseurs. Et le problème que pose, d'ailleurs, ça ne semble pas être un problème pour eux parce qu'ils continuent. Mais le problème que pose la violence qu'ils emploient, c'est le problème de l'absence chez eux et chez elles de justification de cette violence au-delà de leur propre cercle. Une violence qui parvient à se justifier, qui parvient à être accompagnée de mots qui recherchent sa légitimité, une violence qui recherche sa propre légitimité, est une violence qui peut s'inscrire dans
ce moment que j'évoquais de violence fondateur d'un ordre démocratique ou d'un ordre plus juste ou d'un ordre plus démocratique. Là, il y a un souci avec les violences du cortège de tête, par exemple, puisque vous l'avez évoqué. Cette violence se retourne contre les manifestants ou des manifestants, contre des organisations syndicales, amène effectivement, dans un certain nombre de circonstances, une surréaction policière et diffuse la peur de manifester chez tout un ensemble de Français. Alors, la peur de manifester, elle n'est pas seulement le produit des casseurs, qui, du reste, ont des cibles très particulières, très spécifiques, hein. Les agences immobilières, les agences bancaires, les sociétés d'assurance. Vous pouvez avoir des manifestations au long desquelles vous avez un nombre extrêmement déterminé de vitrines qui sont cassées, tandis que les commerces sont épargnés par cette violence. Ils ne sont pas forcément épargnés d'un phénomène de pillage, enfin, ou en tout cas d'appropriation illégale et tout, mais il y a tout un ensemble de manifestations à Paris au cours desquelles on voit que la violence des casseurs est une violence extrêmement ciblée, mais qui a pour effet une surréaction policière et qui surtout s'accompagne d'une très grande difficulté à promouvoir cette forme de violence auprès de la société française, avec des phénomènes d'enfermement sur soi-même, d'autocélébration, etc., qui font que les casseurs pourront passer de 200 à 250 d'un samedi à l'autre, d'une manifestation à l'autre, mais on peine à trouver un relais une assise sociale très large. Donc, c'est en cela que je répondrai à la question d'articulation entre démocratie et violence en me fondant sur cet exemple très, très significatif du casseur. Juste un point sur le retournement dans le temps de la violence. Est-ce que cette brutalisation est durable ou pas? Alors, je pourrais répondre sur des trucs, sur des dimensions très précises. Par exemple, je pense que la surutilisation des lanceurs de balles de défense dans les premières semaines du mouvement des Gilets jaunes est très conjoncturelle. Je pense qu'on n'aura plus de surutilisation de cette arme-là dans les mouvements de contestation. On aura très vraisemblablement, ça a d'ailleurs déjà commencé, une utilisation plus massive du canon à eau, etc. Mais plus fondamentalement, je pense que en revanche, évidemment, dans les émeutes de banlieue, on aura toujours une surutilisation du flashball et de ses succès donnés. Donc, il faut distinguer les scènes sociales, il faut distinguer les scènes politiques, il faut distinguer les types de protestations. La réponse à cette question, savoir si c'est durable ou si c'est conjoncturel, elle est à trouver, elle est à chercher du côté des forces qui seront les forces manifestantes des années et des décennies à venir. Là-dessus, j'avoue que je n'ai pas de réponse, mais une petite intuition que je vous livre, malgré tout. En fait, l'épisode Covid a permis au gouvernement français de retrouver la geste de ses prédécesseurs et de faire fonctionner les amortisseurs sociaux à plein régime. Mais vraiment à plein régime. Quoi qu'il en coûte, etc. etc. Bon. D'ailleurs, ce mouvement-là permettra sans doute la réélection d'Emmanuel Macron. Et je ne crois pas un seul instant qu'Emmanuel Macron ait perdu de vue son programme,
comme il le disait, comme il le criait, même en meeting politique. Son programme reste celui d'un nouveau compromis politique. Et donc d'une confrontation avec les fractions à la fois les plus fragiles des formes contemporaines du travail en France et les plus fragiles du salariat établi. La réforme des retraites est un excellent indicateur de ça. Et là, deux solutions. Soit les publics sociaux qui sont visés par ce nouveau compromis social ont des forces suffisantes pour repartir à l'assaut, soit elles ont tiré de l'épisode Gilets jaunes, que, comme vous l'avez dit d'ailleurs Julien, la police gardera la supériorité sur le terrain, in fine. Et donc ces forces sociales seront démobilisées par l'épisode Gilets jaunes, y compris par la peur qu'ont suscité les confrontations violentes entre policiers et manifestants. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron pourra dérouler son programme sans opposition de la rue. Merci. Je vais relancer une dernière de trois questions et je vous demanderai par la même occasion, en fin de réponse, de conclure pour comme ça on terminera vers moins quart et on sera à peu près dans un timing correct pour un Zoom. Quand on est en live, en vrai, on peut se permettre de rester plus longtemps. Le Zoom est quand même plus pour les gens qui nous écoutent. Donc, mais je vais rebondir sur deux éléments et reposer l'un ou l'autre point qui était en suspens dans le deuxième tour de questions. La première pour Francine Boll, dans Moustique par rapport aux événements Boom, etc. On a été amenés tous les deux à s'exprimer et tu venais sur justement beaucoup plus une conflictualité qui allait vraiment grandir dans les mois et dans les périodes qui venaient, notamment en relation, c'est là-dessus que je voudrais un peu plus ce serait l'occasion de t'exprimer un peu plus longuement, sur accroissement des inégalités, donc augmentation, et tu l'as souligné que dans l'histoire, c'est essentiellement quand les inégalités sociales, quand la redistribution, et Fabien Jobard l'a souligné aussi, combien les mécanismes de redistribution, notamment avec Jacques Chirac, qui étaient là pour éteindre, et qu'on voit bien que c'est quand c'est stoppé ça et qu'on va vraiment que la conflictualité augmente. Et donc, là, voir un peu ton analyse avec le recul des grandes grèves, des grands événements, est-ce que la crise économique dans laquelle on est quand même, en tout cas dans la crise de la répartition des richesses plutôt qu'une crise économique, nous augure, on n'a aucun la boule de cristal, mais nous augure plus une conflictualité qui continuerait à augmenter et à venir avec éventuellement d'autres tactiques là-dessus et peut-être tous les deux alors, puisqu'on parle beaucoup, l'intitulé était violence sociale, violence d'État, mais peut-être dans un mot de conclusion, aborder la question de la non-violence, alors qui est souvent mise notamment dans les mouvements sociaux, sur soyons non-violents, c'est par des actions de non-violence qu'on y arrivera. Est-ce que la violence est forcément est inhérente et indispensable pour obtenir des conquêtes sociales? Je vais le faire comme ça, tant au vu de l'histoire que de la situation, à partir du moment où il y a un blocage et que la redistribution ne se fait pas. L'autre question, peut-être plus aux deux, c'est sur alors les lois. À nouveau, vous l'avez évoqué à tous les deux, le côté qu'il y a l'aspect répressif, mais il y a aussi l'aspect législatif qui vient derrière, les condamnations. Voilà. Par rapport à une analyse alors de l'évolution de la législation, on sait qu'en France, il y a eu tout un débat sur la non-utilisation des images prises en manifestation, et il y avait, si j'ai bien, enfin, en tout cas, il y a une des questions qui est revenue sur qu'il y avait un projet de loi qui visait à interdire
interdire le droit à diffuser des images et vidéos qui mettaient la police et qui stigmatisaient la police. En Belgique, on a le débat, je pense qu'il est en France aussi, sur la présence des bodycams à Liège. Le bourgmestre de Liège est tout content d'annoncer qu'il va équiper ses policiers de bodycam. On sait qu'il y a la surveillance de drones, il y a les caméras de surveillance, etc. Voilà, toujours dans un cadre de démocratie, est-ce que tout ça ne crée pas non plus un climat d'une forme de violence, mais qui est peut-être plus invisible, comme vous le signaliez, M. Gebhard, par rapport c'est vrai que la violence matérielle, la violence physique, dans un conflit social, voilà, c'est l'exemple d'aller de la chemise, pour terminer, mais de la chemise déchirée du patron de mémoire d'Air France qui avait choqué, alors que le plan social que le patron était en train de mettre en cause et les dégâts sociaux pour les gens et pour les travailleurs étaient bien plus importants, mais évidemment l'image était bien plus forte de cette chemise déchirée par rapport à cela. Je regarde si je n'oublie rien Oui, alors, quand même, revenir sur cette question qui a été au cœur de plusieurs interrogations et qui est encore quand même au cœur d'institutions comme le Centre d'action laïque et comme les territoires, la mémoire, en fait, ceux qui sont à l'initiative de l'invitation. Et puisque vous citiez 68, c'est De Gaulle et la Chienlit qui ne devaient pas prendre le pouvoir. Vous avez noté aussi qu'Emmanuel Macron était fort sur ce discours-là, quoi. La rue n'a pas à faire la loi. Pour refermer la boucle, et même si vous l'avez évoqué, je pense que c'est vraiment important. Est-ce qu'en démocratie, la rue doit faire la loi ou peut-elle faire la loi? Et est-ce que la loi ne doit pas toujours rester du côté de l'autorité en démocratie? Et je vous laisse avec cela. Moi, j'ai fini. Je vous laisse donc répondre, intervenir ou faire des remarques par rapport à ce que l'un ou l'autre a dit et en même temps faire le mot de conclusion à chacun. Comme ça, on terminera en douceur. Francine, pour commencer. Oui. Alors, pour commencer, donc... Alors, la conflictualité qui va grandir, qui risque de grandir avec les inégalités qui vont se creuser, mais voilà, c'est un rapport du FMI qui le dit, c'est pas moi, que des explosions sociales donc risquent bien de se produire et de se produire au-delà des zones géographiques où ils se produisent habituellement, donc à savoir dans des pays occidentaux relativement tranquilles comme la Hollande ou je ne sais plus quel autre exemple qui était évoqué. Alors effectivement, bon, je pense que c'est pas automatique. On ne peut pas dire que la misère entraîne forcément la révolte et l'émancipation. Il y a rien de mécanique dans tout ça. Il y a évidemment toute une série de facteurs qui interviennent, comme pour la violence sociale d'ailleurs. Voilà, on voit que pendant la crise des années 30, la crise économique, elle a donné le pire aussi. Hein. Enfin, je veux dire, en Allemagne, c'est le régime fasciste qui s'est imposé. Mais voilà, il faut savoir aussi qu'en Allemagne, le mouvement ouvrier avait été écrasé, mais littéralement écrasé dans les années 20. Et donc voilà, donc une situation n'est jamais une autre, mais après, voilà, dire que la conflictualité va grandir ne présage pas encore évidemment de l'issue de cette conflictualité qui peut effectivement impliquer, susciter un renforcement de l'État, un renforcement des populismes, des régimes autoritaires. Enfin, on ne sait évidemment pas où cela va mener. Ça, ce sont tellement de facteurs que, enfin, voilà, l'historien, ce qu'il veut faire, c'est analyser le passé, mais il ne peut évidemment pas prévoir l'avenir et n'a certainement pas toutes les cartes en main pour pouvoir dire exactement ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer dans les prochains jours. Je pense que de toute façon, personne, enfin, prochaines années, prochains mois, prochaines années, personne ne peut le dire. En fait, ce qui est important aussi de bien voir ici, c'est qu'en fait, il y a une part d'imprévisibilité
qui est énorme dans l'histoire et qu'il ne faut jamais perdre à l'esprit. Je veux dire, qui se serait attendu, Fabien Jobard vient de le rappeler, Macron ne s'attendait pas à l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Qui s'y attendait? Enfin, voilà. Donc, bon, par rapport à ça, on peut faire le constat d'inégalités sociales qui sont effectivement susceptibles de provoquer des explosions sociales. Mais je pense qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Alors, est-ce que la violence est indispensable? En fait, c'est une question, je pense, qui n'est pas forcément bien posée, parce que, voilà, j'ai cité Rosa Luxembourg, on peut citer le prêtre, je ne sais plus d'où il venait, d'Amérique latine, qui parlait des fameuses 3 violences. Voilà, de fait, il y a une violence institutionnelle qui se déploie au quotidien et que les individus ressentent dans leur chair au quotidien, perdant des emplois, ne sachant plus boucler les fins de mois, etc., qui fait que c'est pas qu'elle est indispensable, enfin la violence n'est évidemment pas indispensable, mais si s'il n'y a aucune réaction de l'État pour, voilà, peut-être comme Chirac l'a fait, hein, pour distribuer, mais bon, la situation économique, de nouveau, c'est un ensemble de facteurs, c'est une situation économique qui fait que peut-être qu'on peut moins concéder aujourd'hui, moins distribuer de l'argent public que ça ne s'est fait dans les années Chirac, où la crise était peut-être moins importante que maintenant. Et après, je voudrais préciser aussi, parce que tu as parlé que ce n'est pas une crise, mais une répartition des richesses. Mais là, toi, tu penses en termes d'égalitaire. Le système, il ne pense pas comme ça, évidemment. Donc, pour lui, c'est une crise, parce que la valorisation, même si elle se poursuit, elle reste insuffisante par rapport à ce besoin d'accumulation constante du capital. Donc, c'est voilà, des arguments du mouvement ouvrier. Quand on ferme une entreprise, on dit oui, mais l'entreprise est rentable. Mais oui, elle est rentable, mais elle n'est pas suffisamment rentable. Et c'est ça le problème. Donc, voilà, c'est pas qu'il n'y a pas assez de revenus. Je pense qu'il y a assez de revenus, effectivement, pour satisfaire les besoins fondamentaux de toute la population de la Terre entière, mais que voilà, ce n'est pas quelque chose qui est envisageable dans le type de dynamique de production, de capitalisme dans laquelle on se retrouve. Et donc, malheureusement, bon, je pense qu'on peut dire qu'elle est plus inéluctable qu'indispensable, à moins d'un sursaut ou d'un changement. Et donc, effectivement, le changement social est quelque part la seule issue pour éviter cette violence. Donc, voilà. Alors, après, la question de la rue qui ne doit pas faire la loi, est-ce que la rue peut faire la loi? Mais en fait, c'est un débat qui traverse notamment le milieu syndical. Enfin, je m'éloigne un tout petit peu, mais ça va être vite compris pourquoi. Par rapport à la reconnaissance des organisations syndicales, donc la reconnaissance juridique, le statut juridique des organisations syndicales. En fait, les organisations syndicales ont toujours refusé ce statut juridique parce que cela allait entraîner les organisations vers les tribunaux. Or, en fait, ça, c'est le terrain de la bourgeoisie, du patronat qui peut effectivement se payer des avocats, des procès, etc. Et tandis que le terrain du mouvement ouvrier de la lutte des classes, c'est la rue, c'est voilà, c'est la rue, c'est la grève, c'est l'action sur le terrain des entreprises, où là, on est sur le registre, en fait, du rapport de force, quoi. Et donc, effectivement, dire
la rue ne doit pas faire la loi, alors on ferme, enfin voilà, on empêche finalement les syndicats d'agir, parce que leur seule manière d'agir, c'est le rapport de force, justement. Même si cela passe par de la concertation sociale, on sait que de la concertation sociale sans un mouvement offensif derrière, sans une pression derrière, ça n'aboutit pas. Donc, de fait, le système impose quelque part à ce que, enfin voilà, si résistance il y a, et ça nous ramène peut-être à la question justement de la démocratie, ben, la démocratie, c'est justement l'acceptation du conflit. Il n'y a pas de démocratie sans conflit. Et je voulais revenir aussi par rapport juste aux casseurs, signaler qu'il y a eu un numéro spécial en avril 2020 pardon, de Raison présente qui parle précisément qui s'intitule Casser, casseur, cassure, et qui voilà, approfondit toute cette question des casseurs. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, notamment Marc-André, donc, qui a réalisé une étude Casser, une question légitime, Casser pour l'interrogation, une question légitime, un des articles de la revue, eh bien, dit que en fait, la plupart des études montrent que les atteintes aux biens ne relèvent que très peu d'une délinquance d'appropriation. Donc, ce n'est pas vraiment du pillage. Et c'est vrai que dans l'histoire du mouvement ouvrier, on voit ça aussi. Il y a des émeutes de la faim en 1847 à Gand. Ils réclament du pain. Et en fait, ils s'approprient le pain et ils piétinent le pain. En fait, l'idée, c'était même pas de s'approprier, mais c'est vraiment symboliquement de condamner le geste des accapareurs, de ceux qui, justement, stockent pour faire monter les prix, etc. Enfin, voilà, donc, pour terminer avec merci Francine, je sais que l'exercice est difficile avec les questions qui étaient vastes, qui étaient larges. Le mot de la fin à Fabien Jobard. Voilà, je branche mon micro à nouveau. Alors, le mot de la fin, je ne saurais le prononcer face à des questions aussi vastes que celles qui consistent à déterminer si la rue dispose d'un pouvoir légitime en démocratie. Je dirais que l'expérience française montre que, comme vous le savez sans doute, on a un régime politique très, très fermé, d'une certaine manière très autoritaire, un système électoral majoritaire à 2 tours qui exclut plus qu'il rassemble. On n'a pas d'élection à la proportionnelle ici. On a un exécutif qui concentre énormément de pouvoir aux dépens d'un Parlement qui n'en a presque pas, si on considère d'autres démocraties parlementaires en Europe. Vous vous souvenez que c'est une constitution qui a été adoptée à la faveur de quelque chose qui ressemble peu ou prou à un coup d'État et qui a été adoptée pendant des opérations militaires, une guerre coloniale. Bon, par rapport à tout ça, la rue, oui, a souvent été le moyen admis par les gouvernants de prendre part à la décision politique. Alors la rue, évidemment, pas quelques dizaines de gens, quel que soit leur degré d'hostilité au régime ou aux réformes en cours, mais des masses déplacées dans la rue. C'est ce qu'avait d'ailleurs exprimé le Premier ministre Alain Juppé en 1995 lorsqu'il avait dit si samedi prochain il devait y avoir 2 millions de personnes dans la rue, je retirerai mon projet. Il y a eu 2 millions de personnes, alors bon, il ne faut pas compter non plus à l'unité près, mais il a retiré son projet. Il a retiré une partie de son projet, pardon, une partie de son projet. Et c'est contre cette reconnaissance publique par un gouvernement conservateur de surcroît du pouvoir de la rue que les autres gouvernements qui sont venus au pouvoir n'ont eu de cesse en France de répéter que la rue ne gouverne pas, y compris François Hollande.
La spécificité d'Emmanuel Macron, c'est qu'il répète comme les autres que la rue ne gouverne pas, mais il a à son agenda politique des mesures de réforme du Code du travail, des mesures de réforme des régimes de retraite, des mesures de réforme de la protection sociale qu'il souhaite mener communément. C'est ce qu'on appelle un choc néolibéral. La voie qui a été mise en avant par Thatcher en Allemagne et Gerhard Schröder Thatcher en Angleterre, Gerhard Schröder en Allemagne à 20 ans d'écart, 15 ans d'écart. Emmanuel Macron le dit d'ailleurs, l'écrit en tout cas dans son ouvrage, le temps est venu. Le temps est venu. Et donc, c'est dans le fond cette conjoncture-là qu'il ouvre, une conjoncture où il tourne le dos à la rue. Et donc, c'est cette conjoncture-là que son second mandat, très vraisemblable, mettra à l'épreuve. Voilà, qui nous permettra sans doute de nous retrouver dans 5 ans pour tirer un nouveau bilan du rapport entre la démocratie d'un côté et la rue de l'autre. Merci à tous les deux. Je ne relancerai pas sur le débat de la présidentielle et le choix que tous les journaux nous annoncent, mais je retiens le pronostic en tout cas de Fabien Jobin. Remercier nos deux intervenants, remercier toutes et tous ceux qui nous ont écoutés. Rappeler donc que ce débat était quand même dans un contexte qui était aussi les commémorations du 150e anniversaire de la Commune de Paris, qui mettait justement en questionnement et qui met toujours en questionnement ces questions de c'est quoi la démocratie, quel type de vote, quel type de gouvernement, mandat impératif, on les a cités dans le débat, mais aussi la question de la violence, puisqu'on sait que ça s'est terminé dans un bain de sang. Et d'ailleurs, samedi, il y a à Paris la montée au mur des fédérés, donc la manifestation de commémoration des 150 ans de la Commune de Paris, qui sont des moments importants et peut-être voilà, c'était pour rappeler que c'était dans ce contexte-là et que c'est un événement qui resynthétise un peu. Je prends note aussi que dans 5 ans, nous referons donc le bilan en espérant qu'il soit peut-être un peu plus positif sur les perspectives électorales en France en tout cas. Merci à tout le monde, une bonne soirée et à bientôt dans la rue alors.